Bonjour à tous, bienvenue sur cette session. Euh, Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Camille, bonjour Alexis. Alors je vois qu'on est déjà nombreux. On attend quelques minutes pour laisser l'opportunité à tout le monde de nous rejoindre. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. N'hésitez pas à nous donner vos attentes pour cette session live dans le chat. Comme ça, on peut savoir comment orienter les discussions. Bonjour à tous, bonjour Camille, bonjour Julien, bonjour Clarisse, bonjour Nicolas, bonjour Olivia. On va attendre une petite minute, le temps de laisser à tout le monde le temps d'arriver et on va commencer très bientôt. Trop bien. En attendant, comment ça se passe un peu chez Seiza? Est-ce que vous avez des petites actualités chaudes du moment? Écoute, les actualités chaudes en ce moment, c'est toujours des entreprises françaises et européennes d'ailleurs, qui ont pas mal de difficultés de recrutement, notamment sur ces métiers de terrain. On se rend compte que c'est pas facile pour tout le monde, que ce soit en Île-de-France, mais dans les régions en Bretagne, en Rhône-Alpes, en PACA, en Hauts-de-France également. C'est assez compliqué pour tout le monde en ce moment, notamment tous les métiers à l'approche de l'été, dans la restauration, l'hôtellerie. Je ne parle évidemment pas des Jeux Olympiques, mais on se rend bien compte que c'est compliqué pour tout le monde. Donc, une actualité, on va dire, à fond côté recruteur pour toujours recruter mieux et plus parce qu'il y a des gros besoins. Voilà. Je pense qu'on peut commencer. Du coup, bonjour à tous, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, on vous accueille avec Camille et Alexis aujourd'hui pour cette session live autour des recrutements des cadres et des métiers de bureau versus les métiers de terrain. Quelles sont les différences, quels sont les points de convergence? On va discuter de tout ça aujourd'hui avec Alexis Bouvet et Camille Cosnefroy. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, et moi, bien sûr, donc je suis Juliette en charge du marketing chez Saiza et je vais animer cette session. Ce que je vous propose, c'est une courte présentation de Grosse Irene et Seiza pour que vous puissiez savoir qui nous sommes. Ensuite, on parlera des challenges qui sont liés au profil cadre versus ces métiers de terrain. Quels sont les challenges que rencontrent les recruteurs et que vous rencontrez au quotidien. Ensuite, les bonnes pratiques qui sont mises en place par chaque team de recruteurs et qu'est-ce qu'on peut apprendre les uns des autres. Et ensuite, on passera à une session de Q&A, de questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on va y répondre tout au long de la session et comme ça on pourra discuter tous ensemble. Donc dans un premier temps, Alexis, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter Grosse Hiring, s'il te plaît? Yes, avec plaisir. Du coup, moi c'est Alexis. J'ai créé Grossaille avec Hugo et Marilou. On est trois associés. On vient tous les trois du milieu du marketing et de la vente. Donc on a fait ça, même du gross marketing, gross hacking. Je sais pas si ça parle à certains, mais ça va être toutes les méthodes, on va dire, qui sortent des sentiers battus pour aller chercher de la croissance rapide. Donc on a fait ça pendant 7-8 ans. On a accompagné beaucoup d'entreprises à générer de la croissance. Et on s'est rendu compte avec des clients qu'on accompagnait qu'ils avaient des enjeux de recrutement. Ils nous ont demandé si on pouvait aider leurs recruteurs à aller chercher plus de candidats qualifiés et pas plus de clients. Et du coup, on s'est prêté à l'exercice. On a commencé à former du coup le monde du recrutement. C'est comme ça qu'est né Gross Hiring. Donc, on a créé une communauté qui compte aujourd'hui plus de 4000 recruteurs. L'équipe a pas mal grandi. Aujourd'hui, on est 25 dans l'équipe avec une quinzaine de formateurs. Et notre but, c'est d'aider les recruteurs à être dans les meilleures conditions, avoir les meilleurs leviers de sourcing et du digital pour aller chercher plus de talents qualifiés. On a pu accompagner une cinquantaine d'entreprises, former plus de 680 personnes. Et voilà, on fait notre bon chemin tout en s'amusant au quotidien. Donc c'est cool. Merci Alexis. Camille, je te laisse te présenter et présenter Saiza. Ouais, bonjour à tous, donc moi je suis Camille Cosnefroy, le CEO de Seiza. Alors Seiza, c'est on va dire une vieille start-up puisque on a quasiment 15 ans désormais. On a été fondé aux États-Unis
à côté enfin, à Silicon Valley, et on est depuis plus d'une dizaine d'années également en Europe avec un bureau à Paris. Et donc, nous, notre métier, c'est d'accompagner les grandes entreprises à recruter, notamment sur ces métiers de terrain. Et donc, on va les aider à la fois sur leurs enjeux de sourcing, comment trouver les candidats de métiers de terrain. On va en parler notamment grâce aux réseaux sociaux personnels. Mais également, on va les aider à être plus efficaces dans leur processus de recrutement, parce qu'on va en parler également, mais on s'est vite rendu compte que plus on était efficace, c'est-à-dire dans la réactivité auprès du candidat, dans lui expliquer aussi, de donner un peu de transparence sur le processus, plus on arrivait à avoir des excellents résultats et des taux de conversion qui s'envolent. Donc, on a ces deux axes qui est le sourcing et l'outil de recrutement en amont des ATS. Voilà. Merci Camille. On a lancé un sondage là dans le chat et ce qui est intéressant de voir, c'est que la moitié des participants de ce webinaire recrutent les deux profils. Donc je pense que c'est intéressant et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, si vous voyez des divergences dans le recrutement de profil, vous qui recrutez au quotidien. Ça va être très enrichissant pour la conversation. Pour commencer, je vous propose de s'arrêter sur les besoins de chaque profil. Est-ce qu'on a des besoins qui sont différents aujourd'hui entre cadres et métiers de terrain? Est-ce qu'il faut les recruter différemment ou est-ce que finalement il y a des convergences et il y a des points communs? Alexis, est-ce que tu peux nous présenter un peu les principaux challenges du recrutement des cadres et des métiers de bureau aujourd'hui? Yes, effectivement, nous, ce qu'on voit pas mal, les gros enjeux, c'est l'identification des bons candidats très rapidement. Souvent, c'est des profils qui vont être assez recherchés, très sollicités. Donc, sur la plateforme LinkedIn, pas mal. Donc, souvent, lorsqu'on va contacter une personne, ils ont déjà cette personne a reçu déjà une vingtaine de messages d'approche juste avant. Donc, il faut se différencier, il faut améliorer ses messages d'approche, son copywriting, parce que souvent, on a très peu de réponses. En tout cas, on le voit, il y a une diminution des taux de réponse sur cette population. Ce qu'on voit aussi, c'est que ils sont compliqués à débaucher. On est souvent en concurrence avec d'autres acteurs. Et donc, dans les process de recrutement, on n'est pas tout seul. Donc, faut aussi se démarquer sur l'offre, être attractif vis-à-vis de ces candidats qui sont compliqués à trouver. D'accord. Et toi, Camille, c'est quoi les challenges de recrutement des métiers de terrain aujourd'hui et comment tu les vois par rapport au recrutement des cadres? Alors, écoute, ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est cette évolution des méthodes dans le recrutement des métiers de terrain, puisqu'il y a un rapport de force qui s'est un peu inversé depuis quelques années en faveur, je dirais, des candidats, dans la mesure où ce sont des ressources de plus en plus rares et donc qui ont des attentes assez différentes par rapport à ce qu'ils pouvaient avoir il y a des années. On se rend compte notamment de la nécessité d'avoir un processus de recrutement beaucoup plus efficace, donc que ce soit à la fois sur le parcours de candidature, mais également dans les étapes post-candidature. Et donc, quelque chose qui est tout à fait nouveau pour les entreprises, auxquelles il faut être capable de s'adapter. Et on se rend compte aussi avec les besoins, à la fois de croissance économique, ce genre de sujet, il y a des gros besoins pour les entreprises et on se retrouve rapidement à avoir la nécessité de recruter beaucoup de monde. Et donc, ce qui veut dire recrutement volumique veut dire nécessité d'être efficace dans le traitement. Et on se rend compte que les recruteurs ont besoin de démultiplier leurs tâches. Et pour ça, ils ont besoin d'être aidés puisque à l'échelle humaine, recruter beaucoup de monde, c'est pas forcément évident. Donc, c'est effectivement ces sujets qui sont un peu chauds en ce moment et dont on va pouvoir parler aujourd'hui. Et en fait, il y a un point commun aux deux profils, c'est qu'ils sont sursollicités, que ce soit les métiers de terrain ou les métiers cadres. En fait, ils ont énormément de propositions et il va falloir être bon dans le recrutement. En fait, j'ai l'impression que c'est les problématiques finalement se retrouvent. Il y a quand même une convergence des besoins des deux profils, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que je discutais avec un DRH il y a quelques semaines qui me disait qu'aujourd'hui, c'était presque plus difficile pour eux de recruter un technicien de maintenance qu'un ingénieur. En fait, c'est vrai que, alors je dis pas, je pense pas que ça soit le cas pour toutes les entreprises, mais c'est vrai que on a tendance
à la fois vis-à-vis du marché du travail, du taux de chômage qui est relativement faible en ce moment. Je crois que c'est historiquement, depuis 40 ans, on n'a jamais eu un taux si bas. Mais également, quand on regarde les attentes de la part des candidats qui existaient chez les cadres, mais qui existent de plus en plus dans les métiers de terrain, on se rend compte effectivement que c'est difficile de recruter tout court. C'est facile de recruter sur les métiers de terrain et difficile sur les cadres. C'est difficile pour tout le monde maintenant sur l'ensemble des métiers. Et donc, je pense effectivement que ça tend vers devenir de plus en plus difficile, notamment quand on regarde le contexte démographique qui fait qu'on a besoin de recruter sur tout type de métier, à la fois sur des métiers de plus en plus complexes, mais également sur des métiers plus classiques, plus de terrain, dans la mesure où les besoins des entreprises augmentent. Et donc, de manière générale, j'ai tendance à penser que c'est difficile de recruter, tout simplement. Ce serait intéressant d'avoir l'avis des membres, des participants qui recrutent les deux profils. Dites-nous en commentaire si vous jugez qu'il y en a un qui est plus difficile que l'autre ou si c'est peut-être des problématiques différentes. Mais on va rentrer un peu dans le détail des solutions plus tard, mais ça nous intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Vous aviez d'autres idées à partager sur ces challenges? Non, je suis assez d'accord avec ce que disait Camille et la conséquence, c'est que le métier du recruteur est de plus en plus compliqué, devient un métier de plus en plus technique où aussi on doit avoir des soft skills intéressants comme la résilience, le fait de pouvoir se prendre des murs et de continuer, etc. Donc il y a quand même ce côté que le métier de recruteur devient de plus en plus difficile, il faut s'accrocher, il faut être justement dans les bonnes conditions, en tout cas avoir les bons outils à chaque fois pour arriver à mener sa tâche du mieux qu'on peut. Ouais. Et là, on a donc Anaïs, je ne sais pas dans quelle entreprise vous travaillez, mais qui nous dit, Anaïs, qu'il est plus difficile de recruter un profil technique qu'un cadre. Donc ça, super intéressant. Donc Laurine qui est d'accord avec Anaïs et Karine également. Donc là, on a 3 personnes qui nous disent que profil de technicien plus compliqué. Et Olivia qui fait une remarque très pertinente et on va en parler. Olivia qui nous dit est-ce que c'est pas difficile aujourd'hui de recruter des candidats, peu importe qu'ils soient terrain ou cadre, parce qu'ils ont beaucoup d'expériences négatives avec les entreprises et ils sont devenus méfiants par rapport aux recruteurs. Et ça, effectivement, l'expérience candidat, c'est quelque chose qui a été un petit peu négligé jusqu'à maintenant, surtout peut-être sur les métiers de terrain et qui, au vu du rapport de force et du choix et de la sursollicitation qu'ont maintenant les métiers de terrain, devient un incontournable. Et on va en parler, on va voir comment travailler l'expérience candidat, c'est devenu indispensable et c'est un des facteurs qui va aider les entreprises à recruter. Donc, ouais, super, très intéressant. On peut passer un peu au point, aux solutions qui sont mises en place dans chaque recrutement. Donc, on va balayer un peu toutes ces catégories qui sont mises en place de chaque côté des recruteurs et on va voir comment on peut s'inspirer les uns les autres. Pour commencer, les réseaux sociaux, vous en avez parlé un petit peu. On a l'impression que c'est vraiment un canal plus ou moins nouveau selon le type de recrutement, mais c'est un canal sur lequel on peut vraiment s'appuyer pour recruter tout type de profil. Camille, comment chez César, c'est utiliser les réseaux sociaux pour recruter? Ouais, effectivement. En fait, la spécificité des métiers de terrain, c'est que bien souvent, ce sont des individus qui ne sont pas sur les réseaux sociaux professionnels. Typiquement, on connaît tous LinkedIn. Il y a aujourd'hui très très peu de manutentionnaires, techniciens, infirmières, tous ces métiers-là qui sont sur ce réseau professionnel. Et donc, c'est vrai que quand ces individus ne cherchent pas activement un emploi, donc ne sont pas sur un job board, sur le site du Pôle emploi ou à démarcher, aller chercher des entreprises de manière proactive, il est difficile pour les recruteurs d'aller les trouver. Et donc, on peut difficilement aller chasser, entre guillemets, ces profils-là. Et en revanche, ce sont des individus qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux non professionnels. Les stats aujourd'hui, en France, je crois que c'est 1h30 par jour sur ces réseaux sociaux, ce qui veut dire qu'ils y passent beaucoup de temps. Et donc, notre approche chez César, c'est d'aller utiliser ces réseaux sociaux-là pour démarcher ces candidats, donc à la fois de manière, en l'occurrence César, de manière publicitaire, au lieu de leur soumettre un produit
on va leur proposer une offre d'emploi qui leur est adaptée dans leur zone géographique, etc. Et donc, c'est un super moyen pour aller toucher des candidats qui ne cherchent pas activement ou simplement parfois peuvent chercher, mais n'auraient pas du tout pensé à cette entreprise-là. Et donc, c'est cette démarche. Donc, on parle de candidats actifs et de candidats passifs. Notre démarche chez Seiza, c'est d'aller trouver des candidats passifs qui représentent bien souvent entre 80 et 90% du marché du travail parce que généralement, les gens ne cherchent pas, enfin, il y a peu de gens qui cherchent activement un emploi. Et donc, on vient leur proposer une offre et de manière opportuniste, quand je dis opportuniste, c'est pas forcément négatif, le candidat peut être intéressé ou non par l'offre d'emploi. Et s'il est intéressé, on va en reparler après, on va lui soumettre, enfin, on va lui proposer de candidater. Et pour cela, il faut lui simplifier la vie et avec un processus de candidature le plus rapide possible pour réussir à capter ce candidat au bon moment. Voilà, je dirais que c'est vraiment pour nous cette démarche de réseaux sociaux non professionnels sur lesquels il y a énormément de monde. Alors, candidats de métiers de terrain, mais de métiers cadres également. Mais cette approche massive du recrutement des métiers non cadres fonctionne très bien sur ces réseaux sociaux-là. Parce qu'il n'y a pas de réseau social qui a été créé en fait autour de l'emploi des métiers de terrain. Donc, on a dû trouver des réseaux sociaux qui existaient déjà et qui sont déjà hyper puissants, quoi. Alexis, vous, côté recrutement cadre, il y a la stratégie repose beaucoup sur LinkedIn. Comment est-ce que les réseaux sociaux, c'est devenu vraiment le centre du recrutement pour les métiers cadres? Ouais, effectivement, LinkedIn, c'est la meilleure base de données, en tout cas aujourd'hui, pour trouver des profils. C'est là où on va avoir une base de données qui va être à jour. On a beaucoup d'informations sur l'expérience, etc. Donc, c'est un outil qui est le plus utilisé par les recruteurs, notamment avec les licences Recruiter Lite, RPS qui commence à coûter aussi assez cher. Donc, c'est très, très utilisé. Il y a aussi tous les job boards avec les annonces, etc. Pour sourcer hors de LinkedIn, mais qui est moins dans une démarche proactive. Mais LinkedIn reste quand même le réseau social principal qui va être utilisé, ce qui est aussi très marquant, moi je trouve, pour les entreprises qui veulent se démarquer, ça va être d'avoir un positionnement fort et un personal branding présent. Donc, c'est-à-dire que les recruteurs puissent prendre la parole sur LinkedIn, créer du contenu. Les dirigeants aussi, selon moi, sont les premiers recruteurs de leur entreprise et doivent justement mettre en lumière leur marque employeur, tout ce qu'ils mettent en place en interne et du coup attirer des talents. Par rapport à ce que tu disais, Camille, justement sur les réseaux sociaux non professionnels, on peut sourcer aussi hors de LinkedIn et je trouve que c'est un très bon levier, par exemple sur les groupes Facebook. Ça marche aussi très bien, par exemple d'aller dans une région, par exemple, j'ai n'importe quoi en Vendée, aller sur le groupe Facebook de Vendée et demander dans un sondage s'il y a tel ou tel type de métier en ce moment qui est sur ce groupe. Et ben vous allez sûrement avoir des réponses et vous pouvez prendre contact avec les personnes comme ça. Ça peut être aussi sur des communautés plus techniques comme GitHub. Mais voilà, les communautés restent un endroit hyper intéressant où on a une audience qui est quand même assez ciblée et qualifiée, notamment parce qu'elles sont assez passionnées, soit par le sujet, si c'est des audiences ou des communautés sur une thématique, ou par la région, si c'est une localisation. Et finalement, je trouve aussi que toute la partie influence est encore assez sous-exploitée. Donc, comment on va pouvoir faire appel à des influenceurs sur un domaine spécifique. Par exemple, il y a des influenceurs sur Instagram qui parlent de design ou UX, UI. Et donc, on pourrait très bien faire appel à ces personnes-là pour leur demander de mettre en avant une offre d'emploi ou mettre justement un message à leur communauté qui est passionnée par le sujet. Donc, voilà un peu moi ce que je vois aussi en termes de similarité entre les métiers terrain et cadres hors de LinkedIn. Est-ce que tu penses qu'on pourrait recruter des cadres sur des réseaux sociaux non professionnels? Parce qu'on voit que ça marche pour les métiers de terrain. Pourquoi ça ne marcherait pas sur Facebook, Instagram, TikTok? Il y a des boîtes qui le font, je pense. Ouais, je pense que ça a du sens quand on est une grosse structure ou qu'on a besoin de recruter beaucoup de cadres, tu vois, pour une campagne, pour recruter seulement un cadre, je pense que ça va être plus
plus intéressant en termes de ROI, tu vois, d'aller chercher du LinkedIn, mais si on a du volume ou tu vois, qu'on a une grosse marque employeur, qu'on est assez reconnu dans le secteur, effectivement, je pense qu'utiliser un réseau social peut être différenciant. On peut trouver une cible qui va être différente de ce qu'on aurait trouvé peut-être sur LinkedIn. Et donc là, ça pourrait avoir de l'intérêt. Mais en termes de ROI, je pense que faut le calculer, hein, faut regarder plus ou moins quel est l'impact qu'on va pouvoir avoir, mais je pense qu'il faut quand même pas mal de volume. Et on a Perrine et Oliva qui nous demandent comment aborder un candidat sur un réseau social non professionnel, sans forcément franchir la limite de la sphère perso. Donc, comment éviter d'être trop intrusif sur un réseau social personnel. Peut-être que... Ouais, là-dessus, la limite, elle est un peu fine. Je dirais, il faut avoir toujours cette approche, selon moi, sympathique, bienveillante, toujours avoir cet état d'esprit de dire que, en fait, je vais aider la personne. Donc, mon but, c'est en fait de se positionner comme un agent de talent, d'aider cette personne à trouver le bon job, la bonne carrière, et puis même si c'est pas chez nous qu'elle viendra, lui donner des conseils. Quoi qu'il arrive, je pense qu'on peut apporter de la valeur. Et donc après cette nuance, faut pas être trop friendly, etc. Mais il faut rester dans un cadre, on va dire, convivial et qui reste professionnel dans sa démarche. Sur les métiers de terrain, là où le spectre est un petit peu différent, c'est qu'il faut bien avoir en tête qu'on est face à des individus qui n'ont pas de réseau social professionnel. Et donc pour eux, il n'y a pas vraiment cette limite de se dire j'ai LinkedIn sur le pro et j'ai, j'en sais rien, Instagram, TikTok sur le perso. Eux, ils ont cette capacité, je dirais, à mélanger un peu tout. Et donc, la subtilité, elle est un poil moins nécessaire dans la mesure où ils sont OK très souvent pour parler à la fois de pro et de perso. En l'occurrence, nous, notre approche de Seiza, c'est via du ciblage publicitaire, donc c'est perçu comme de la publicité. Et donc finalement, les gens préfèrent qu'on leur propose de candidater plutôt que de subir une énième publicité pour une paire de chaussures ou je ne sais quoi. Donc l'approche, elle est vraiment bien reçue, bien perçue de la part des candidats, en tout cas sur ces métiers non cadres. J'imagine que la question de Perrine, elle était effectivement plus sur la relation one-to-one. J'ai vu un candidat sur un groupe Facebook qui s'est signalé, je discutais avec lui. Bon, c'est vrai que c'est un peu différent, mais je suis assez aligné avec la réponse d'Alexis, qui est, à partir du moment où on est dans une démarche bienveillante et qu'on apporte de la valeur, je vois pas pourquoi ça pourrait être mal perçu. Si c'est effectivement agressif, trop commercial, évidemment que là, c'est trop. Mais si on est dans la bonne démarche et le bon degré, je pense que c'est toujours bien reçu de la part des candidats. Et c'est valorisant aussi d'avoir l'intérêt d'un recruteur. Oui, et puis effectivement, je pense que c'est des approches différentes. Sur LinkedIn, on est dans des approches one-to-one où on va envoyer un message directement au candidat. Sur les réseaux sociaux non professionnels, on va plus l'exposer à une offre d'emploi, l'inciter à candidater. Donc, c'est peut-être un peu moins intrusif via ce genre de réseau social. Je vois que Laurine est en train de réagir. J'attends juste une petite seconde pour voir si c'est le sujet. Est-ce que sur les réseaux sociaux, pour vous, c'est quoi la tendance? Est-ce que ça va vraiment se renforcer et on va aller vers des recrutements qui vont être vraiment focalisés à 100% sur les réseaux sociaux, ou est-ce qu'on va un petit peu quitter peut-être LinkedIn? Par exemple, toi, tu dis, Alexis, que LinkedIn, dans les commentaires, ça devient plus cher, ça devient un petit peu surpeuplé. C'est quoi un peu la tendance? Est-ce qu'il faut commencer à aller voir ailleurs, ou on peut quand même beaucoup miser sur LinkedIn encore? Ouais, pareil, c'est toute une question de ROI. Je pense que si on arrive à bien optimiser LinkedIn, on peut avoir du bon ROI, mais effectivement, il sera décroissant par rapport à ce qu'on connaissait avant. Donc, essayer de maximiser au mieux avec les meilleures méthodes, envoyer tu vois, des séquences bien optimisées, des choses qu'on va pouvoir automatiser parce que le temps passé par les recruteurs va être de plus en plus long, vu qu'on a moins d'impact, moins de résultats, de retour en tout cas au message. Donc automatiser les choses et puis après effectivement sortir de LinkedIn, trouver par exemple les numéros de téléphone des candidats, les emails, sortir effectivement des différents canaux. Je pense qu'il faut avoir ces deuxièmes solutions qui vont être de plus en plus utilisées pour trouver les talents cachés, on va dire, qui sont pas présents sur LinkedIn. Donc je dirais qu'effectivement avoir un peu les pieds dans les deux coins pour l'instant jusqu'à voir le ROI qui se démarque d'un autre côté, quoi.
Et Camille, une question pour toi de Luna. Concernant les cadres, est-ce que vous avez eu des bons retours sur la prise de contact via un réseau social non professionnel? Donc, est-ce que vous avez essayé de recruter des cadres sur les réseaux sociaux non professionnels? Je ne sais pas si la question elle est pour moi ou plutôt pour Alexis, effectivement, dans la mesure où nous, on a cette approche volumique via de la publicité. Elle fonctionne très bien sur les métiers non cadres. Elle fonctionne, je dirais, quand même moins bien sur les métiers cadres, dans la mesure où le processus, alors il ne faut pas rentrer dans les clichés, évidemment, mais le processus de réflexion qu'il peut y avoir de la part d'un cadre pour soumettre une candidature qui est souvent plus complexe, il va s'engager généralement le cadre s'engage dans un processus, il le sait, un peu plus long, avec peut-être des cas pratiques, peut-être des genres de choses. Elle est moins évidente via une publicité. Donc, j'ai tendance à dire que je pense, et à nouveau Alexis répondra là-dessus, que la démarche du recrutement des cadres sur les réseaux sociaux non professionnels, elle est peut-être plus par l'approche communautaire, par l'approche one-to-one, que par l'approche qu'on a via Seiza, qui est volumique, via de la publicité, dans lequel finalement le candidat n'a pas le sentiment d'échanger avec un recruteur. Hein. C'est vraiment l'entreprise qui vient proposer de candidater. Et donc, c'est une relation qui est un poil moins directe et qui fonctionne très bien sur les métiers non cadres, probablement moins sur les métiers cadres. Alexis, je ne sais pas si tu veux compléter. Ouais, moi je dirais qu'il y a quand même des bons retours. Juste, faut avoir en tête que c'est une approche qui est encore plus chirurgicale, qui va demander plus de temps parce que c'est moins systématisé comme on peut l'avoir sur LinkedIn. Il faut sortir un peu des sentiers battus, ça va être beaucoup de relationnel, retrouver de l'information, etc. Donc ça a des bons retours. Par contre, voilà, ça demande plus de temps. Donc j'utiliserai en deuxième recours. J'utiliserai LinkedIn en premier et puis après les autres canaux en deuxième. Et Laurine nous dit que effectivement le risque des réseaux sociaux non professionnels, c'est d'avoir des commentaires négatifs sur l'entreprise. Donc j'imagine que c'est du vécu. Comment on y répond et comment on se prémunit de ce risque? En fait, aujourd'hui, il faut être à l'aise sur le fait que tout est visible. Vous avez un restaurant, à un moment donné, votre serveur n'a pas été sympa, ça sera visible. À un moment donné, la nourriture n'est pas bonne, ça sera visible. C'est un peu la même chose pour les entreprises. À l'heure des réseaux sociaux, on ne peut plus, entre guillemets, être caché. C'est-à-dire que si on a effectivement un processus qui n'est pas bon, et d'ailleurs, ça fait écho à un commentaire plus haut, je crois que c'était d'Olivia sur les mauvaises expériences passées par les candidats. Effectivement, alors j'ai envie de dire, si on commence avec des mauvaises expériences, c'est difficile de sortir de ça, mais il faut, entre guillemets, s'améliorer et montrer la bonne volonté. J'ai plutôt tendance à penser que tout est visible sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas le fuir, il ne faut pas le cacher, il faut éventuellement répondre, éventuellement donner des explications. Pas forcément, en tout cas, avoir une bonne foi dans cette réponse-là. Mais en fait, on se rend compte aujourd'hui que les commentaires négatifs sont assez faible. Il y a toujours effectivement des exceptions d'entreprises qui sont connues pour, entre guillemets, maltraiter les salariés, avoir un recrutement qui est complètement déshumanisé, etc. Ça arrive évidemment, mais j'ai tendance à dire que les gens sont plutôt bienveillants dans le processus dès que c'est du recrutement, à l'exception effectivement de quelques cas très clichés, mais il faut être capable, je pense, d'être dans la transparence. Oui, vous avez une mauvaise expérience, ça tombe bien, on a remis à plat le process, on a pris en compte vos feedbacks, on s'améliore au quotidien. Et c'est d'ailleurs pour ça, et c'est ce qu'on communique à nos clients, qu'on propose désormais de donner de la transparence, d'expliquer qu'on va vous répondre dans un délai de 48 heures, que le processus de recrutement, il va se passer comme ça, il y aura telle et telle étape. Voilà, donc en fait, être capable d'apporter de la transparence, parce que plus on aura de la transparence, plus on sera objectif, plus on limitera la subjectivité et potentiellement les commentaires négatifs. Ouais. Mais après, comme tu dis, faut pas se mettre de barrière, il faut se lancer. Et les commentaires négatifs, finalement, ils sont pas si présents. Donc, faut pas se mettre de barrière à l'utilisation des réseaux sociaux. C'est pas c'est un problème plus.
De la même manière, quand vous allez dans un restaurant, il y a potentiellement des très bonnes notes, parfois des moins bonnes, et parfois des commentaires négatifs. Vous êtes capable aussi de faire la part des choses. Oui, il y a des gens qui parfois ont des mauvaises expériences. On n'est pas pareil. Il m'est déjà arrivé d'oublier de répondre à un candidat. Ça arrive, on a tous fait des erreurs, et je pense que tout le monde est conscient de ça. Mais il faut être capable aussi d'assumer et d'expliquer que les choses changent, qu'on progresse, que voilà, les gens sont relativement capable aussi de comprendre l'humanité de tout le monde dans le processus de recrutement. Et l'objectif, je dirais, c'est plutôt de montrer qu'on fait des progrès et montrer qu'on a envie d'être transparent plutôt que de cacher, entre guillemets, la poussière sous le tapis. Je vous propose de passer au sujet suivant, parce qu'on en a un petit peu parlé déjà, l'expérience candidat. Et c'est vrai que on nous disait tout à l'heure dans le chat qu'il y a un vrai problème d'expérience candidat et d'image ensuite de la marque employeur. On sait qu'il y a beaucoup de candidats qui ont une image plus négative d'une entreprise après y avoir postulé qu'avant. Donc ça, c'est un vrai problème. Et nous, on avait fait une étude auprès de 6000 candidats en décembre qui montrait que ne pas répondre à un candidat, ne jamais lui donner de nouvelles sur le processus de recrutement et sur une réponse, ça engendrait qu'un tiers des candidats n'allaient jamais repostuler à l'entreprise. Donc en fait, ça coupe d'un énorme vivier de candidats. Et en fait, ça c'est vraiment aujourd'hui au centre de recrutement, étant donné qu'il y a des candidats sursollicités qui ont du choix, qui vont être plus exigeants. L'expérience candidat, elle doit être vraiment exceptionnelle et elle doit être minimum bonne. Et si elle est très bonne, c'est quand même mieux. Là, je pense que c'est un sujet qui est vraiment clé sur les deux profils. Alexis, tu peux nous expliquer comment l'expérience candidat, ça peut travailler pour recruter des cadres et quelles sont un peu les nouvelles techniques, nouvelles solutions qu'on peut utiliser. Ouais, je te rejoins totalement. Tu vois, le côté non-réponse, par exemple, déjà, c'est le premier levier. Moi, j'ai une amie, tu vois, qui je pense, il y a 1 mois et demi, a postulé, je pense, à une soixantaine d'entreprises. Elle a eu 2 réponses, tu vois, au bout d'1 mois. Voilà, postulé avec toutes ces entreprises-là. Aujourd'hui, ça devient une banalité. En tout cas, c'est devenu une sorte de banalité de non répondre à des gens, parce qu'on est beaucoup sollicité, que ce soit la partie commerciale, etc. Aux États-Unis, c'est pas du tout comme ça. Je crois que c'est beaucoup en France, comme ça, où en fait on nous envoie des messages et on répond pas. Et du coup, c'est aussi dans le monde du recrutement le cas. Et du coup, tu peux générer soit une expérience qui est négative, du coup quand tu le fais pas, ou à l'inverse, tu peux vraiment te démarquer, avoir une expérience mémorable plus facilement. Du coup, rien qu'en ayant des petites attentions spéciales, on va dire même banales, qui sont normales, on va dire pour le candidat. Selon moi, il faut traiter le candidat comme un client, un client, on a l'habitude de lui dire, le client est roi, il faut mettre en place les bonnes choses pour le satisfaire, etc. Je pense que c'est pareil pour le candidat. Et avec cette vision-là, c'est pas une vision capitaliste ou dire voir le client comme le candidat. Évidemment, il y a des nuances, mais c'est plutôt prendre soin justement de la relation, prendre soin de l'échange, toujours se dire que ce candidat-là, il passe par votre expérience et ça va être l'ambassadeur de votre expérience. Si c'est une expérience négative, elle va en parler. Si elle est positive, pareil, elle pourra en parler. Donc voilà, je suis convaincu qu'il faut mettre l'accent là-dessus. Pareil, toutes les personnes que vous allez rencontrer, ça va constituer un vivier. Ça va être des personnes avec qui vous avez pu échanger, avoir un premier contact. Et pareil, il faut animer ce vivier-là, l'alimenter. Et c'est des personnes qui vont peut-être venir chez vous, peut-être dans 6 mois, 1 an, dans 2 ans, quand elles seront prêtes. Et c'est dommage qu'elles fassent partie du coup de ces 1/3 des personnes qui voudront pas postuler chez vous parce qu'elles ont eu une mauvaise expérience. Donc voilà un peu moi ce que je dirais. C'est plutôt un état d'esprit que je partagerais. Évidemment, en termes de choses concrètes, c'est répondre aux gens, avoir une approche qui est personnalisée, prendre le temps de faire de l'over-deliver, donc délivrer plus que prévu, aller dans le perfectionnement de l'approche. Je pense que c'est le plus important. Ouais. Et Camille, c'est quoi une bonne expérience candidat quand on recrute un métier de terrain? Écoute, je pense que, je suis à 100% aligné avec Alexis sur cette approche, c'est d'essayer de donner la meilleure approche possible, puisque comme il l'a dit, quand l'expérience est pas bonne, on n'a plus du tout envie d'y retourner. Quand l'expérience est waouh, on crée de l'affection pour l'entreprise et on a absolument envie de rejoindre cette entreprise qui est innovante dès le processus de recrutement, quoi. C'est vrai que, alors, ce qu'on observe en particulier sur ces métiers de terrain, c'est que l'expérience, elle doit être mobile first, donc
on est face à des candidats qui très souvent font tout depuis un téléphone portable, rarement derrière un ordinateur. Donc déjà, pas derrière un ordinateur dans la journée, parce qu'ils bossent pas devant un bureau. Donc, les choses se font très souvent depuis un téléphone portable. À la fois, l'exemple classique, c'est ils prennent leur pause-déj, ils vont scroller sur Instagram ou Facebook ou je ne sais quoi, et il y a une proposition pour aller travailler chez une entreprise, ça se fait depuis le mobile. Donc, il y a à la fois l'expérience de candidature qui doit se faire sur mobile, et ensuite, il faut prendre en compte le fait qu'on a des candidats qui, à la maison également le soir, vont pas forcément passer du temps derrière un ordinateur, mais ça va être une tablette, un téléphone, ce genre de choses. Donc, il y a vraiment cette expérience qu'il faut penser autour du mobile. On parle aussi du coup beaucoup via SMS. Le candidat, il ouvre le SMS dans 95% des cas. Un email, en revanche, je crois que c'est ouvert autour de 20 à 30% des cas, parce que on est aussi face à des candidats qui ne travaillent pas via des emails, donc ont moins ces réflexes, ont souvent des boîtes d'emails qui sont des boîtes à spam avec énormément d'emails non lus, très souvent un côté un peu bordel, et donc le mail va se perdre au milieu de la centaine de mails qui reçoivent tous les jours. Donc alors que l'approche de SMS, elle est beaucoup plus efficace. À la fois plus efficace pour confirmer la candidature, mais également nous, notre outil va permettre de tenir au courant le candidat dans son processus de recrutement, de lui envoyer un reminder avant un entretien, de lui proposer de nous envoyer des documents par SMS, voilà, ce genre de choses, d'avoir une expérience qui est full SMS parce que c'est ce qui est le plus efficace sur ces métiers-là. Il y a la candidature sur CV, on n'en a pas parlé, mais effectivement, quand on va chercher des candidats passifs, qui sont donc des candidats qui ne cherchent pas activement un emploi, on ne peut pas leur demander d'avoir un CV. Alors déjà, on ne peut pas leur demander d'avoir un CV sur mobile, parce que je ne sais pas si vous avez tous un CV sur mobile, mais moi, ce n'est pas le cas et c'est compliqué, il faut une pièce jointe, etc. On n'est pas tous très à l'aise avec ça. Et deuxièmement, moi, je n'ai pas de CV à jour en fait. J'ai un CV quand je me mets à chercher un nouveau boulot, mais je n'ai pas un CV à jour quotidien, avec moi tout le temps. Et donc, me demander un CV, c'est repousser l'acte de candidature, ou c'est tout simplement décourager l'acte de candidature. Et donc, en particulier sur ces métiers de terrain, plutôt que de demander un CV, on va aller poser, nous, quelques questions qui sont très pertinentes pour le métier et qui vont permettre de distinguer une candidature qualifiée d'une candidature non qualifiée. Donc, il va y avoir des questions assez simples du type avez-vous de l'expérience dans tel métier, combien d'années d'expérience, etc. Mais également des questions métiers qui ont beaucoup de valeur pour les recruteurs, qui vont permettre rapidement d'écarter un candidat ou alors, à l'inverse, de prioriser un candidat. Je vous donne quelques exemples. On travaille beaucoup dans la manutention, dans le transport ou dans la restauration rapide, par exemple. On va aller demander à un candidat est-ce qu'il accepte de travailler dans le froid, par exemple, parce que l'atelier se trouve dans une zone où il fait froid ou tout simplement il faut manipuler des produits froids. Avoir la réponse oui, j'accepte de travailler dans le froid ou non, ça permet de prioriser fortement un candidat. Ça va être la même chose, je sais pas, dans le transport, on a souvent les questions, acceptez-vous de transporter de l'alcool, acceptez-vous de transporter de la viande, voilà, des informations qui ont beaucoup de sens pour le recruteur parce qu'elles sont absolument cruciales dans leur processus. Et donc, ces questions qualifiantes viennent remplacer un CV et apportent beaucoup de confort aux recruteurs puisqu'ils ont une information qui est plus pertinente qu'une information de CV qui va être, j'en sais rien, une expérience qui a eu lieu il y a 20 ans ou des hobbies ou des choses qui n'ont pas vraiment de valeur sur un processus de recrutement. Et enfin, la dernière chose, c'est, on l'a dit tout à l'heure, on est dans un marché qui est extrêmement tendu, des candidats qui sont sursollicités ou alors quand ils se mettent à chercher du boulot, ça va très vite parce que les entreprises ont la nécessité de réagir vite. Il faut être capable d'offrir des parcours de recrutement qui sont hyper efficaces. Une semaine, c'est déjà un bel objectif. On a, nous, aujourd'hui, des clients qui recrutent en 48 heures et ils se rendent compte qu'en étant efficaces, qu'en donnant un processus hyper rapide à des candidats, les candidats sont capables de rapidement s'engager et de rapidement avancer et de rapidement donner leur oui. Voilà. Et donc, quand on est capable de proposer une expérience complète, comme je viens de parler, on augmente significativement ses chances de recruter parce qu'on met les candidats dans des bonnes dispositions, parce qu'on met le candidat au bon niveau et donc en lui proposant la bonne expérience, en acceptant de recevoir sa candidature sans CV et en ayant également un élément dont on n'a pas parlé ici, un niveau de discours qui donne envie d'aller dans l'entreprise.
On peut parler redonner des informations sur les valeurs de l'entreprise, sur la vision, sur les conditions de travail, des choses qui sont de plus en plus importantes pour les candidats et qui vont améliorer significativement les chances de recruter. Voilà. Et en plus, au-delà de travailler l'expérience candidat, tout ce que tu as cité, Camille, ça permet aussi d'avoir beaucoup plus de candidatures parce que si on enlève tous les freins à la candidature, on va mécaniquement en avoir plus. Donc, c'est aussi plein de pratiques qui vont bénéficier aux recruteurs parce qu'ils vont avoir plus de choix pour recruter les bons profils. Donc, je pense que c'est intéressant de voir que c'est vraiment des pratiques qui bénéficient à tous. On fait souvent la comparaison avec le monde du commercial. Quand on est on reçoit une demande de renseignement de la part d'un prospect, on a envie de le rappeler rapidement, on a envie de ne pas lui mettre des bâtons dans les roues. Et bien donc, c'est la même démarche qu'on essaie d'avoir ici, c'est simplifier le plus possible l'expérience pour donner le plus envie et favoriser la candidature jusqu'au bout. Et Alexis, sur les métiers de terrain, on parle d'un recrutement en 1 semaine et c'est vrai qu'il y a même des recruteurs qui recrutent en 3 jours. Est-ce que tu crois que c'est une pratique qu'on pourrait avoir sur les cadres? Est-ce qu'on pourrait recruter un cadre ou un métier de bureau en 1 semaine ou alors il y a vraiment un temps incompressible qu'on ne pourrait jamais diminuer? 1 semaine, en vrai, serait magnifique. Je pense que tous les recruteurs seraient très heureux si on pouvait le faire, mais je pense que c'est assez compliqué. Déjà, de trouver les bonnes personnes, ça met du temps. Tu vois, si on est plus sur une démarche de chasse ou d'approche directe. Également, les process sont très longs et je pense que beaucoup de gens souhaitent réduire justement ces process, que ce soit pour le candidat ou le recruteur. Ça rallonge le temps et souvent on passe par… Il y a des process qui durent vraiment… c'est 10 à 12 entretiens, hein. C'est énorme. Et donc ça démotive énormément les personnes, ça fait perdre du temps évidemment à l'entreprise qui, pendant tout ce temps-là, n'a pas une force de travail, entre guillemets, pour travailler sur ce poste-là. Donc, ce temps à être de plus en plus réduit, en tout cas, c'est une volonté. Par contre, il y a des indispensables il y a des incompressibles, tu vois, d'échanger avec quel type de personnes, etc. Donc, je dirais qu'il faut le réduire, mais bon, ce sera pas une semaine, ce sera pas une semaine encore, malheureusement. C'est peut-être on va finir sur cette divergence. On passe au sujet suivant. En fait, je pense qu'on a tous compris que l'expérience candidat, c'était vraiment clé. Après, j'imagine que le problème principal, c'est que c'est pas forcément la volonté de répondre à tous les candidats, c'est la bande passante, le temps disponible pour répondre à chaque candidat, pour l'informer sur l'état d'avancement de son process. Donc là, c'est pas forcément humainement possible quand on doit recruter des dizaines de profils. En tant que recruteur, on n'a pas les moyens humains de répondre à tout le monde. Donc c'est là où l'automatisation et l'IA va être intéressante parce que ça va permettre d'automatiser des tâches tout en gardant cette personnalisation dans la relation candidat. Est-ce que Camille, tu peux nous expliquer comment on peut automatiser les tâches pour améliorer l'expérience candidat et pour améliorer aussi la qualité des recrutements? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, peut-être pour expliquer, donc Seiza, il y a une dimension sourcing, aller chercher les candidats pour les entreprises qui ont des besoins, mais on a également, et très souvent, on met à disposition cette plateforme en parallèle de la partie sourcing. Donc, on met à disposition une plateforme de recrutement pour les entreprises qui vient, alors nous, on appelle ça un pré-ATS, donc qui vient en amont de l'ATS et qui va permettre de maximiser les résultats dans les premiers jours après la candidature. L'objectif, c'est vraiment de créer de l'engagement le plus possible pour que le candidat soit enclin à suivre une démarche, nous ait transmis des disponibilités, nous ait transmis des informations. Voilà, donc créer vraiment beaucoup d'engagement avec ce candidat pour finalement ensuite aller finaliser le recrutement dans l'ATS. Ou d'ailleurs finaliser le recrutement dans la plateforme quand les entreprises n'ont pas ou ne souhaitent pas utiliser leur ATS. Et donc en fait, cette plateforme, elle va permettre plusieurs choses. Premièrement, de recevoir les candidatures qui vont être scorées justement par rapport aux réponses aux questions qualifiantes dont on parlait tout à l'heure. Hein. Le candidat qui répond parfaitement aux différentes questions et qui match avec les attentes du recruteur, on va le mettre en haut de la pile parce que il est super pertinent. Et donc d'ailleurs, de la même manière, lui va être informé qu'il est pertinent, il va recevoir un SMS pour lui dire « on va vous rappeler rapidement, votre profil match parfaitement avec nos critères, etc. etc. » Donc ça, c'est premier élément. L'automatisation va
scorer et va vous mettre en avant les candidats les plus prioritaires. Et ensuite, du côté du recruteur, on va essayer de simplifier la vie au recruteur puisque quand on recrute massivement, ça veut dire beaucoup de boulot. Et donc, on va essayer d'automatiser des tâches chronophages pour faciliter la communication avec le candidat tout en maintenant ce rythme élevé, comme on l'a dit tout à l'heure, objectif recruter en une semaine. Et donc là, on va aller automatiser l'envoi de SMS, je dis n'importe quoi, non, mais quand un candidat ne répond pas au téléphone, par exemple, on va lui demander de nous rappeler, ça va être automatisé. Parce que on va gagner du temps de rédaction, ce genre de choses, et le candidat va être capable de nous rappeler. Si le candidat d'ailleurs ne nous répond pas au bout de quelques jours, on va lui demander s'il est toujours intéressé, par exemple. Si le candidat, on a besoin d'avoir un certain document, on va automatiquement cliquer sur un bouton sur la plateforme et ça va aller demander, je ne sais, par exemple, un permis de conduire, une attestation ou une accréditation, ce genre de choses. Mais également, quand on va caler un entretien avec ce candidat, il va recevoir également des reminders par SMS, un peu comme un Doctolib, parce qu'on sait qu'il y a un taux de no-show assez élevé sur ces métiers en entretien. Et donc, il va y avoir tout un tas d'automatisation qui va faire gagner du temps au recruteur, mais en plus de faire gagner du temps au recruteur, ça va améliorer fortement l'expérience pour le candidat et donc améliorer fortement les chances de recruter. Enfin, il y a le dernier aspect qui est un peu plus anecdotique, qui est l'automatisation et l'intelligence artificielle va nous permettre d'aller multiplier les tentatives créatives pour attirer le candidat. Donc, on va aller tester plein de choses différentes, plein de visuels différents, plein de messages différents, et on va donc tester des combinaisons qui vont nous permettre d'avoir les meilleurs résultats possibles, puisqu'à nouveau, on est dans une démarche de recrutement volumique, et donc on a la capacité d'apprendre au fur et à mesure de cette campagne de recrutement et ainsi sélectionner les meilleures combinaisons d'éléments qui vont attirer le plus de candidats et les plus pertinents possibles. Beaucoup d'automatisation va permettre de faire gagner du temps au recruteur, et comme il gagne du temps, il est plus efficace, et comme il est plus efficace, le parcours est mieux et le candidat en est ravi et a tendance à être beaucoup plus engagé qu'un candidat lambda. Côté cadre, Alexis, c'est quoi comment on peut utiliser l'automatisation pour les profils cadres? Ouais, on a mis la même phrase, Camille, donc c'est drôle, automatiser les tâches chronophages. Donc c'est exactement ça, comment on peut gagner du temps sur les tâches qui sont un peu à faible valeur ajoutée, donc tout ce qui va être prise de contact, relance. Toutes ces choses-là, ça prend du temps, en vrai, on s'en rend pas compte, mais sur les clients avec qui on échange, ça prend 60%, 70% de leur quotidien, ce qui est énorme. Et il y a des outils aujourd'hui, nous, notre expertise, c'est de connaître tous les outils du marché et les méthodes associées à ces outils-là pour justement être plus efficace, avoir la bonne stack d'outils pour les recruteurs. Et donc, il y a des outils qui vont permettre d'automatiser ces tâches, de gagner du temps et surtout se concentrer plus sur les échanges candidats, qui a le plus de valeur. On va pouvoir utiliser aussi l'IA pour gagner du temps. Donc là, on a ChatGPT, plein de prompts. Nous, on a créé une trentaine de prompts ChatGPT. On a une formation même qu'on vient de sortir il y a un mois maintenant sur l'IA pour les recruteurs. Et typiquement, c'est comment on va pouvoir implémenter cette nouvelle technologie pour que ça devienne un assistant du recrutement, mais que ça ne le remplace pas un recruteur. Un recruteur, il a son expertise, il a son savoir-faire, il a sa méthode, et l'assistant IA est là pour l'aider et lui automatiser les tâches, et pas pour le remplacer. Et finalement, tu parlais d'A/B testing sur la pub. Nous, on fait la même chose sur les messages d'approche. Donc, c'est un peu la même philosophie. Comment on va tester un message A ou un message B qu'on va envoyer du coup à une population, une 50aine de personnes, et on va voir quelles sont les réponses qu'on va avoir en fonction de ces deux messages. Et donc, ça permet de trouver vraiment le meilleur message d'approche, celui qui convertit le mieux, et se focaliser sur ces messages qui sont pertinents plutôt qu'utiliser des centaines et des centaines et des centaines de fois un message qui marche pas. La plupart du temps, on le voit, les messages qui sont utilisés sont très peu remis en question ou revus. Et un message, en vrai, qui marche aujourd'hui ne marchera pas forcément dans 2 mois. Donc, il faut vraiment se pencher sur sur cette question-là, et se demander quelles sont les statistiques vraiment associées à ces messages. Donc, les taux de réponse, les ouvertures, et également sur les relances. Les relances, ça marche très, très bien. Donc, j'incite les personnes à relancer les candidats, mais avec une bonne approche. Il ne faut pas être trop pushy, en apportant de la valeur et des bons conseils. Alexis, il y a une question pour toi de Perrine. Est-ce que tu peux développer l'utilisation de l'IA pour optimiser le recrutement? Ouais. Par exemple, les cas d'usage qu'on peut avoir, ça va être comment on va automatiser des comptes rendus. Donc,
On fait des entretiens, on fait plein d'entretiens avec les candidats. Il faut faire des rapports pour le hiring manager, il faut faire des rapports en interne pour l'implémenter dans l'ATS, etc. Il faut se souvenir de ses notes. Tout ça, ça peut s'automatiser, avoir des comptes rendus automatiques. On va pouvoir faire des scorecards avec l'IA. Donc, on va mettre la fiche de poste, on va mettre les objectifs clés et ça va nous générer une scorecard avec des critères qui sont pertinents. On peut rédiger des offres d'emploi avec l'IA. On peut également créer des requêtes booléennes avec l'IA, donc avoir des titres de poste similaires auxquels on n'aurait peut-être pas pensé. Donc, il y a plein de cas d'usage. Nous, on a poussé vraiment la machine assez loin parce que souvent, on a des personnes des briques qui se retrouvent avec un 40% ou 50% et se disent, bah, c'est peu utile. On va vraiment aller chercher un 80% vraiment d'accomplissement de la tâche. Et puis, évidemment, le recruteur aura toujours sa patte et la décision finale sur ce qui est délivré et ce qui sort après par la suite avec le prompt. Ok. Merci Alexis. On peut passer au sujet suivant. C'est comment comment le pilotage, c'est vraiment un élément clé pour optimiser ses recrutements. Je pense que vous allez être d'accord sur le fait que piloter, c'est vraiment nécessaire pour avoir de la visibilité sur son processus de recrutement et sur les optimisations à faire. Camille, c'est quoi les principaux indicateurs à suivre quand on recrute des métiers de terrain selon toi? Alors, j'ai envie de dire qu'on peut fixer les indicateurs qu'on souhaite, mais globalement, chacun a un peu sa méthode. Nous, chez Seiza, on va plutôt recommander de suivre un nombre limité, parce qu'on a tendance à rapidement se perdre. Dans le processus réellement post-candidature, on va suivre le taux de réactivité. Donc, en fait, combien de temps on a mis à prendre contact. On va également suivre, du coup, tout simplement le taux de contact. Combien de candidats ont été contactés suite à la candidature pour éviter ce fameux ghosting dont on parlait tout à l'heure qui crée vraiment en tout cas peut-être pas une détestation mais qui crée un peu de la défiance vis-à-vis de l'entreprise qui a ghosté le candidat. Je pense que c'est jamais agréable, donc on va suivre ça également. Et ensuite, on va être capable, un peu comme dans un processus commercial, de suivre les différentes étapes et le temps qui va se passer entre les différentes étapes du processus. Par exemple, la prise de contact, la mise en entretien, puis l'entretien, puis l'offre. Tout va dépendre aussi des processus des entreprises, s'ils sont plus ou moins complexes. Donc, on va suivre à la fois les temps de passage entre chaque étape, mais également la capacité à amener un candidat d'une étape à une autre. Et puis, évidemment, à la fin, on va mesurer le taux de recrutement. Donc, combien j'ai recruté de candidats par rapport à l'ensemble des candidats que j'ai reçus. Et le Graal, c'est le coût au recrutement. Donc, quand on arrive à réassocier des coûts de candidature à ce nombre de recrutements pour être capable de voir si on est efficace ou pas. Voilà. Et donc, nous, on permet dans la plateforme de mesurer ces différentes étapes et de challenger les équipes notamment sur la réussite ou non de ces objectifs. Et on voit effectivement qu'on atteint avec les meilleurs élèves des taux de recrutement autour de 20%, ce qui est formidable, et des temps de recrutement, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des clients qui maintenant recrutent en 48 heures parce qu'ils respectent bien toutes les étapes et le processus et ils sont hyper efficaces et les candidats adorent ça. Voilà. Alexis, de ton côté, peut-être, si tu peux me faire une réponse en 1 minute, quels sont les indicateurs à suivre? Yes, moi, ça va être un parallèle avec le commerce aussi pas mal qu'on peut utiliser. Je pense qu'il faut piloter le recrutement comme un pipe commercial. Un pipe commercial, on va avoir sur un nombre de prospects, un nombre de deals en cours, etc. Et puis, on va pouvoir avoir du prévisionnel. On va pouvoir analyser tout ça et puis avoir une visibilité surtout sur le recrutement. Le gros risque qu'on peut avoir si on ne mesure pas ça, c'est de se retrouver à avoir des recrutements qui vont durer sur la partie cadre 1 mois, 2 mois, 6 mois, voire 1 an en fait. Et c'est hyper important de pouvoir prévoir et anticiper. Donc pareil, c'est plutôt un état d'esprit. Comment voir ça comme un pipe commercial. Okay. J'enchaîne avec la dernière thématique, c'est se former. C'est également un point commun. En fait, c'est important de se former à chaque pratique. Alexis, toi, comment tu vois l'apport de la formation dans l'optimisation des pratiques de recrutement? Ouais, pour moi, c'est évident qu'il faut se former. Moi, dans mon quotidien, je me forme sur plein de trucs à titre perso ou même professionnel. C'est comme ça qu'on s'améliore.
Évidemment, je vais dire qu'il faut se former au gros selling parce que c'est ce qu'on fait, mais que ce soit avec nous ou d'autres personnes, franchement, l'idée c'est juste de se former et de s'améliorer. Et aujourd'hui, ça aide vraiment à aller chercher plus de taux de réponse, plus de candidats qualifiés. On va faire x2 sur le nombre de placements qui sont effectués. Donc aujourd'hui, ça a vraiment un réel impact, ça marche vraiment bien. Par contre, il y a plein d'outils sur le marché et on ne sait pas par où commencer. Et surtout, il faut les implémenter, il faut former les gens à l'usage de ces outils et que ça rentre dans une méthodologie complète. Donc, c'est un peu la philosophie qu'il faut adapter, aussi se positionner comme un agent de talent, ça va être hyper important, et rester en veille constante sur toutes les nouvelles méthodes pour pas perdre le train de la digitalisation et prendre ce train-là et pas se retrouver sur le bas-côté parce que ça va très vite. Donc faut être toujours à jour. Ouais. J'avance un petit peu parce que on est presque à la fin de la session. N'hésitez pas à nous poser les questions dans le chat si vous avez des questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Pour conclure, c'est quoi, Camille, pour toi, les points à retenir de cette session, les points les plus importants, les takeaways qu'on peut retenir de cette session? Ouais, alors j'ai envie de dire effectivement, c'est en lien avec le dernier point qui est que le recrutement, c'est un métier qui évolue et qui a beaucoup évolué dans les dernières années, à la fois au regard du contexte, mais également des nouvelles technologies qui sont à disposition des recruteurs. Et donc, il faut être capable de suivre prendre le train en marche, comme le disait Alexis, et donc de se former continuellement, et puis à la fois de remettre en question les méthodologies historiques parce qu'elles n'étaient pas forcément adaptées aux candidats et au contexte dans lequel on est. Et donc, être capable de se réinventer. Ouvrir ses chakras dans la mesure où, comme on le disait sur le sourcing, on est capable d'aller chercher aussi des candidats très pertinents sur les réseaux sociaux non LinkedIn parce que y a beaucoup de monde qui y passe du temps et donc on a beaucoup d'individus captifs qu'on va pouvoir aller séduire, mais également donc dans cette démarche de réactivité, d'approche sans CV, de transparence vis-à-vis du candidat. Et à nouveau, plus on va réussir à réunir tous ces éléments, plus on va donner un processus fluide, et plus le processus sera fluide, plus la candidature et le candidat seront engagés dans cette démarche, et donc on augmentera nos chances de réussite, ce qui permettra à la fois d'augmenter les taux de recrutement, à la fois de recruter plus, à la fois de recruter à meilleur coût, et puis c'est un cercle vertueux parce que derrière, l'expérience est bonne, les gens ont communiqué autour de ça, ça crée une image de marque qui est positive, et on rentre dans quelque chose qui est très vertueux. Voilà. Alexis, le mot de la fin de ton côté? Ouais, pour compléter, du coup, ce sera le passage à l'action. Il y a plein d'outils, il y a plein de méthodes, il y a plein de bonnes pratiques. Vous les connaissez tous. En tout cas, vous en avez vu plein. Et souvent, on connaît plus de choses que ce qu'on applique. Et donc, ce serait plus passer à l'action, tester des choses, implémenter, ouvrir les chakras, briser vos croyances limitantes de vous dire ça va pas marcher, etc. Testez-le et puis vous verrez. Et voilà, incitation à exécuter et se passer à l'action, c'est le plus important selon moi pour avoir des enseignements. Et finalement, je pense que dans un peu chaque sujet qu'on a évoqué, il y a des choses assez faciles à faire. Par exemple, l'automatisation, ça n'a pas besoin d'être compliqué pour être efficace sur l'expérience candidat. Le recrutement sur les réseaux sociaux, ça peut se tenter et voir comment ça marche. Donc, on peut tenter et commencer à faire des choses sur chaque sujet sans pour autant rentrer dans des usines à gaz de complexité. Donc ça, je pense que c'est aussi important à savoir. Est-ce que vous avez des questions sur le chat? On arrive presque à la fin de cette session. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, Académie Gross Hiring côté Alexis, Saiza.co pour Camille. On sera ravis de discuter avec vous plus longuement de ces sujets. Merci à tous pour votre participation et pour vos insights. C'est vraiment intéressant d'avoir votre ressenti, vous qui recrutez chaque jour. Merci beaucoup d'avoir été actif dans le chat. Merci Camille, merci Alexis. J'attends
je vois qu'il y a quelques personnes qui sont en train de taper. Je ne sais pas si c'est des questions ou des au revoir. Donc, j'attends juste 1 minute, mais je crois qu'il n'y a pas de questions. Du coup, on peut se quitter. Merci encore Camille, merci Alexis. Et n'hésitez pas à nous contacter pour alimenter la discussion. Bonne journée à tous. Bon recrutement. Bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.